Elle n'était qu'une femme de ménage accusée de vol par le milliardaire. Elle avait servi pendant des années, traînée au tribunal sans avocat, sans soutien et sans personne prête à la croire, jusqu'au jour où la propre fille du milliardaire entra dans la salle d'audience en tenant un dossier et prononça 7 mots qui changèrent tout ce que l'on croyait savoir. Avant de continuer cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Oh, et n'oubliez pas de commenter ci-dessous depuis où vous nous regardez. On savait que Claire Martin avait travaillé comme femme de ménage pour la famille de Benoît pendant de nombreuses années. Elle était responsable de nettoyer chaque recoin du manoir, de préparer les repas pour la famille et de maintenir tout en ordre et bien organisé. Claire connaissait très bien la routine de la maison et la suivait scrupuleusement. Avec le temps, elle avait noué un lien fort avec Léa, la jeune fille de Richard de Benoît. Claire s'occupait de Léa avec amour et attention. Comme si elle faisait partie de sa propre famille, elles passaient souvent du temps ensemble, parlant et riant lors de moments calmes. Claire avait vu Léa grandir et veillait toujours sur elle. Le reste de la famille, surtout Evelyne, la mère de Richard, traitait Claire de manière plus distante. Evelyne se montrait toujours froide envers elle, ne lui accordant jamais sa confiance malgré ses années de travail et de loyauté. Claire, cependant, restait polie et respectueuse. Son travail avait de l'importance à ses yeux, et elle l'accomplissait avec fierté, même si tous ne la considéraient pas comme faisant partie de la famille. Un jour, un événement inattendu bouleversa tout. Un bijou familial de grande valeur disparut du manoir. Il s'agissait d'une bague transmise de génération en génération, ayant une grande valeur sentimentale pour la famille. Dès que la perte fut découverte, la panique et les soupçons se répandirent. Evelyne pointa rapidement Claire du doigt, affirmant qu'elle était la seule étrangère dans la maison ayant eu accès à la pièce où le bijou était conservé. Claire fut choquée et confuse. Elle n'avait rien fait de mal et n'avait aucune idée d'où la bague pouvait être. Mais Evelyne s'en moquait. Elle parlait fort, veillant à ce que tout le monde entende ses accusations. Richard ne savait que penser. Il hésitait, partagé entre sa confiance en Claire et la pression exercée par sa mère, même s'il n'avait jamais eu de problème avec Claire auparavant. Finalement, il céda aux exigences d'Evelyne. Il s'approcha de Claire avec un visage sérieux et lui dit qu'il valait mieux qu'elle quitte la maison pour le moment. Claire sentit sa poitrine se serrer. Elle n'en croyait pas ses yeux. Après toutes ces années de service au sein de la famille, c'était ainsi que cela se terminait. Elle essaya de se défendre, expliquant qu'elle ne volerait jamais rien, mais personne ne semblait l'écouter. Peu de temps après, la police fut appelée. Des officiers arrivèrent au manoir et l'interrogèrent devant la famille. Claire fut emmenée au commissariat en tant que suspecte. Au poste, elle resta seule, effrayée et incertaine de ce qui allait se passer. Elle n'avait aucun avocat pour l'aider et pas d'argent pour payer une assistance juridique. Les policiers lui posèrent sans cesse des questions, mais elle n'avait aucune réponse à donner. Elle fut finalement relâchée, mais on lui indiqua qu'elle devrait comparaître devant le tribunal. Le processus n'était pas terminé. Claire sortit du commissariat, le cœur lourd, consciente que sa vie venait de changer de manière incontrôlable. Lorsqu'elle rentra chez elle, tout semblait différent. Son petit appartement, autrefois paisible, lui paraissait maintenant froid et silencieux. La nouvelle de la disparition du bijou et les accusations portées contre elle avaient déjà commencé à se répandre. Il ne fallut pas longtemps pour que les voisins et les connaissances commencent à l'éviter. Certains chuchotaient derrière son dos. D'autres cessèrent de la saluer comme avant. Les sourires amicaux qu'elle recevait souvent dans la rue avaient disparu. Claire se sentait comme une étrangère dans sa propre communauté. Elle sortait rarement, craignant les regards des gens. Au magasin, elle remarquait comment les gens s'écartaient ou l'ignoraient complètement.
C'était comme si tout le monde avait décidé qu'elle était coupable, même s'il n'y avait aucune preuve. Claire commença à se sentir de plus en plus seule. La confiance qu'elle avait construite au fil des années avec tant de personnes disparut en quelques jours. Elle essayait de rester forte, mais c'était difficile. Pendant ce temps, elle pensait constamment à Léa. La petite fille avait toujours été gentille avec elle, et Claire regrettait leur conversation et le lien qu'elle partageait. Elle se demandait si Léa croyait aussi aux accusations. Cette pensée lui faisait le plus mal. Claire avait pris soin de Léa comme de sa propre enfant. Elle espérait que Léa se souvenait au moins de tous les bons moments passés ensemble. Mais Claire n'avait aucun moyen de le savoir. Personne dans la famille de Benoît ne l'avait contacté. Il lui avait tourné complètement le dos. Claire n'arrêtait pas de repenser au moment où Richard lui avait demandé de partir. Sa voix était calme, mais il n'y avait aucune bonté. Il la regardait comme une étrangère, pas comme quelqu'un qui avait fait partie de son foyer pendant des années. Claire ne savait pas si Richard croyait vraiment qu'elle était coupable, ou s'il avait simplement peur de s'opposer à sa mère. Dans les deux cas, son silence la blessait profondément. Les jours se transformèrent en semaines. Claire restait la plupart du temps chez elle, essayant de s'occuper avec les tâches ménagères et sa routine, mais ses pensées revenaient toujours à ce qui s'était passé. Elle se demandait si la vérité finirait par éclater, si la bague serait retrouvée, ou si quelqu'un se rendrait compte de l'erreur. Elle n'avait pas les moyens d'enquêter ou de prouver son innocence. Tout semblait hors de portée. Claire essaya de contacter quelques personnes en qui elle avait eu confiance par le passé, mais la plupart ne voulaient y bien s'impliquer. La honte d'être traitée de voleuse la suivait partout. Elle évitait les miroirs comme si elle ne voulait pas voir la tristesse dans ses propres yeux. La nuit, elle dormait à peine, repassant les événements dans sa tête encore et encore. Chaque matin, elle espérait se réveiller comme d'un mauvais rêve. Mais la réalité restait. Elle avait été accusée sans preuve, rejetée sans possibilité de se défendre, et laissée seule pour affronter les conséquences. Claire commençait à perdre espoir. Sa réputation était ternie. Son travail avait disparu, et son nom était désormais associé à un acte qu'elle n'avait pas commis. Elle ne savait pas comment aller de l'avant. La date du procès approchait, et elle ne savait pas comment se défendre. Elle parcourait de vieux documents, fiches de paie et même des photos avec les de Benoît, essayant de rassembler tout ce qui pourrait l'aider. Mais elle pouvait peu faire sans avocat. Chaque jour semblait être un nouveau défi. Elle ne souriait plus et parlait moins qu'avant. Même les petites tâches devenaient difficiles. La force et l'énergie qu'elle avait autrefois semblaient disparaître. Claire avait toujours été une travailleuse fière, quelqu'un qui trouvait de la valeur dans son rôle. Maintenant, cette partie d'elle lui avait été retirée. Sa vie avait changé radicalement, non pas à cause de ce qu'elle avait fait, mais à cause de ce que les gens croyaient. Elle restait dans son appartement, attendant l'étape suivante, espérant avoir une chance de prouver son innocence. Claire était encore profondément affectée par tout ce qui s'était passé. Elle restait chez elle la plupart du temps, assise en silence et repensant à cette fausse accusation qui avait détruit sa vie. Elle ne pouvait pas s'empêcher de revoir les événements dans sa tête. Rien n'avait de sens. Elle se demandait pourquoi quelqu'un l'avait accusée sans preuve et pourquoi Richard, après tant d'années de confiance, n'avait rien fait pour la défendre. Claire regrettait son travail, non seulement pour l'argent, mais parce qu'il lui donnait un sens à sa vie. Elle regrettait surtout Léa, la seule personne dans cette maison qui l'avait toujours traitée comme de la famille. Le silence de son appartement la faisait se sentir plus seule que jamais. Chaque matin, elle espérait un appel, un message, n'importe quoi qui pourrait l'aider à comprendre la situation. Mais personne ne la contactait. Claire se sentait oubliée. Pourtant, elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner.
Elle avait besoin de réponses. Elle devait prouver son innocence. Même si personne d'autre ne croyait en elle, elle devait trouver un moyen de le faire. Un après-midi, alors qu'elle pliant le linge dans son petit salon, quelqu'un frappa à la porte. Claire ne s'attendait à personne. Elle ouvrit lentement et fut surprise de voir Léa seule. La petite fille avait l'air nerveuse, mais déterminée. Sans dire un mot, elle entra et serra Claire dans ses bras. Claire se mit à genoux et la tint longtemps. Léa lui dit qu'elle ne croyait pas ce que racontèrent les gens. Elle expliqua qu'elle s'ennuyait de Claire chaque jour et qu'elle voulait que les choses redeviennent comme avant. Puis Léa sortit un dessin de son sac à dos. Il montrait les deux mains dans la main, souriantes. Claire regarda l'image et les larmes lui montèrent aux yeux. C'était un dessin simple, mais il signifiait tout pour elle. Il lui redonna espoir. Il lui rappelait que tout le monde ne s'était pas retourné contre elle. Léa croyait toujours en elle, et cela lui donnait la force de continuer à se battre. Après le départ de Léa, Claire posa soigneusement le dessin sur sa table et s'assit à côté. Pour la première fois depuis des jours, elle sentit qu'elle avait une raison d'avancer. Elle savait qu'elle ne pouvait pas compter sur la chance. Elle devait agir. Claire commença à rassembler toutes les lettres de recommandation qu'elle avait reçues au fil des années. Elle fouilla dans de vieilles boîtes et trouva des documents rédigés par d'anciens employeurs louant son honnêteté, son travail acharné et son dévouement. Elle commença également à écrire tout ce dont elle se souvenait le jour où le bijou avait disparu. Elle lista les heures d'arrivée, les tâches accomplies et les personnes avec qui elle avait parlé. Claire voulait établir une chronologie pour montrer qu'elle n'avait rien à voir avec la bague disparue. Chaque information comptait. C'était un travail lent et parfois elle se sentait dépassée. Mais elle continuait. La pensée de Léa et du dessin posé sur la table lui rappelait qu'elle n'était pas complètement seule et qu'elle avait encore quelque chose pour lequel se battre. Consciente qu'elle aurait besoin d'une aide juridique, Claire commença à chercher quelqu'un qui pourrait la représenter. La plupart des avocats étaient trop chers et certains refusaient de s'impliquer dès qu'ils entendaient son nom. Un jour, après de nombreuses tentatives infructueuses, elle entra dans un petit bureau d'aide juridique et expliqua sa situation à la réceptionniste. Elle attendit nerveusement dans le hall jusqu'à ce qu'un jeune stagiaire nommé Daniel Lefebvre vienne lui parler. Il était aimable et écouta attentivement. Après avoir entendu son récit, Daniel lui expliqua qu'il n'était pas encore avocat à part entière, mais qu'il était prêt à l'aider à trouver du soutien et à préparer son dossier. Il croyait que ce qui lui était arrivé était injuste. Claire fut surprise par sa gentillesse. Ensemble, ils commencèrent à examiner ses documents et à tout organiser. Daniel l'aida à comprendre les étapes légales à venir. Il lui dit que ce ne serait pas facile, mais qu'ils avanceraient pas à pas. Claire sentit enfin que quelqu'un était de son côté. Pour la première fois depuis longtemps, elle espérait pouvoir se défendre correctement. Pendant que Claire préparait silencieusement sa défense, Evelyne faisait exactement le contraire. Déterminée à ce que Claire soit punie, elle engagea Charles Whitman, un avocat célèbre pour remporter des affaires difficiles. Charles avait une réputation puissante et un long historique de succès en justice. Avec son aide, Evelyne commença à construire un dossier solide contre Claire. Mais elle ne s'arrêta pas là. Elle contacta aussi quelques journalistes et commença à partager sa version de l'histoire. Rapidement, des journaux et sites web publièrent des titres faisant passer Claire pour coupable. Des articles la décrivaient comme peu fiable, et certains l'accusaient même de vol, sans aucune preuve. Claire vit les nouvelles et se sentit mal. Les médias s'étaient retournés contre elle. Le public croyait ce qu'il lisait, et de plus en plus de gens commencèrent à la traiter mal. Claire avait l'impression que sa voix devenait de plus en plus faible, tandis que les mensonges d'Evelyne devenaient plus forts.
Mais elle se rappelait qu'elle n'était plus seule. Daniel l'aidait et Léa croyait toujours en elle, ce qui lui donnait la force de continuer. Richard, lui, restait silencieux face à tout cela. Il ne parlait pas aux journalistes et ne rendait pas visite à Claire. Il passait la plupart de son temps au manoir, regardant les informations et écoutant sa mère. Evelyne était confiante et fière de la tournure des événements. Mais Richard avait l'air troublé. Au fond de lui, il se souvenait de toutes les années que Claire avait passées au service de la famille. Il se rappelait combien elle avait été gentille avec Léa, combien elle était fiable et combien elle avait toujours fait son travail avec soin. Mais il ne voulait pas non plus s'opposer à sa mère, déterminé à voir Claire punie. Richard se retrouvait pris entre deux feux, incertain de ce qu'il devait croire. La pression de sa mère était forte, et son silence donnait l'impression qu'il approuvait ses actions. Mais dans son cœur, Richard n'était plus sûr. Il repensait sans cesse au visage de Claire lorsqu'il lui avait demandé de partir. Ce moment le hantait. Pourtant, il ne disait rien. Et tandis qu'il restait silencieux, les attaques contre Claire continuaient. Léa, elle, regrettait toujours Claire chaque jour. Depuis le départ de Claire, l'atmosphère à la maison avait changé. Tout semblait calme, mais pas de manière paisible. Léa remarquait que plus personne ne parlait de Claire. Lorsqu'elle interrogea son père ou sa grand-mère, ils évitèrent la question ou changèrent de sujet. Une fois, elle demanda directement à Evelyne, qui lui répondit que Claire avait fait une grave erreur et ne pouvait pas revenir. Léa ne comprenait pas de quelle erreur il s'agissait, et Evelyne ne donna aucune explication supplémentaire. Léa était confuse. Claire avait toujours été gentille et prudente. Elle ne pouvait croire que Claire ait pu faire quelque chose de mal. Mais comme personne n'en parlait, elle cessa de poser des questions. La nuit, Léa se couchait en pensant à Claire. Elle regrettait la manière dont Claire l'aidait pour ses devoirs, les petites histoires racontées pendant le pliage du linge et le temps qu'elle avait toujours pour l'écouter. La maison ne semblait plus la même sans elle, et Léa ne comprenait pas pourquoi tout le monde faisait comme si elle n'avait jamais été là. Pendant ce temps, Claire continuait d'essayer de prouver son innocence. En examinant le jour où le bijou avait disparu, elle se rappela quelque chose d'important. Il y avait une caméra de surveillance dans le couloir près de la pièce où le bijou était conservé. Cette caméra aurait dû enregistrer toute personne, entrant ou sortant, à l'heure où l'objet avait disparu. Avec l'aide de Daniel, elle demanda les images. Après un certain délai, ils reçurent un rapport indiquant que la caméra avait été éteinte exactement au moment où le vol était censé avoir eu lieu. Claire resta stupéfaite. Cela semblait trop pratique. Elle croyait que ce détail pourrait aider sa cause. Elle partagea l'information avec le tribunal, espérant que cela susciterait des doutes sur l'enquête. Mais la réponse fut décevante. Le tribunal déclara que, sauf preuve de l'identité de la personne qui avait éteint la caméra, cette information n'était pas utile. Claire se sentit frustrée. Elle pensait que cette découverte pourrait enfin faire pencher les choses en sa faveur. Au lieu de cela, elle fut rejetée comme insignifiante. Elle réalisa que prouver son innocence serait plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Evelyne continuait à manipuler la situation en coulisses pour garder le contrôle. Elle ne voulait pas que quelqu'un dans la famille ou dans les médias commence à remettre en question sa version des événements. Lorsqu'elle apprit que la caméra avait été éteinte, elle passa des coups de fil pour accélérer le processus judiciaire. Elle voulait que le procès ait lieu le plus rapidement possible, croyant qu'un résultat rapide éviterait une attention indésirable. En même temps, Evelyne commença à répandre des rumeurs sur le passé de Claire. Elle disait aux gens que Claire avait des problèmes financiers et qu'elle avait déjà emprunté de l'argent à d'autres. Ces histoires, même sans aucune preuve réelle, se mirent rapidement à circuler. Les personnes qui avaient soutenu Claire auparavant
prirent leur distance. Des amis de longue date cessèrent de l'appeler. Certains ne répondirent plus à ses messages, d'autres dirent être trop occupés pour la rencontrer. Claire sentait les gens s'éloigner d'elle. Son nom était désormais associé à la suspicion et au scandale. Elle n'avait rien fait de mal, mais il semblait que le monde avait déjà décidé qu'elle était coupable. Claire ne recevait pas non plus l'aide dont elle avait besoin de la part de l'avocat, commis d'office assigné à son dossier. Il était poli, mais distant. Il l'appelait rarement et ne la rencontrait que quelques fois. Lorsqu'il parlait, les entretiens étaient brefs. Il ne semblait pas intéressé par son histoire, ni par les détails qu'elle avait soigneusement collectés avec Daniel. Claire essaya d'expliquer son point de vue et mentionna à nouveau le problème de la caméra. Mais l'avocat déclara que ce n'était pas suffisant. Il semblait plus concentré sur la fin rapide de l'affaire que sur le fait de se battre pour elle. Claire ne savait que faire. Elle n'avait pas les moyens d'en engager un autre. Daniel, bien qu'encourageant, n'était encore qu'un stagiaire et ne pouvait pas la représenter au tribunal. Claire avait l'impression que son dossier n'était pas pris au sérieux. Les personnes qui auraient dû l'aider ne l'écoutaient pas. Le temps passait et chaque jour, elle se sentait plus impuissante. Personne ne semblait se soucier que toute sa vie ait été bouleversée pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait. À la maison des de Benoît, Léa continuait de penser à Claire en silence. Elle n'en parlait plus parce que cela énervait les adultes, mais elle n'avait pas oublié. Un jour, elle fit un nouveau dessin pour Claire. Cette fois, elle les représenta assis ensemble sur le canapé, comme elle le faisait après l'école. Elle cacha le dessin dans le tiroir de son bureau, craignant que quelqu'un ne le jette. Léa était encore jeune, mais elle remarqua que les choses dans la maison semblèrent différentes. Son père ne souriait plus autant. Evelyne était plus sérieuse que d'habitude, toujours au téléphone ou en train de lire des papiers. Même le personnel de maison agissait avec plus de précaution, comme s'il avait peur de faire une erreur. Léa sentait que les gens étaient contrariés, mais personne n'expliquait rien. Elle attendait qu'on lui dise la vérité, mais personne ne le fit. Le silence lui semblait étrange, comme s'il y avait un grand secret qu'elle seule ne connaissait pas. Pourtant, elle gardait le dessin pour Claire. À mesure que la date du procès approchait, Claire ressentait une pression de plus en plus lourde chaque jour. Les journées semblaient interminables et les nuits agitées. Elle restait la plupart du temps à l'intérieur, craignant de croiser des gens dans la rue. Même au magasin, elle remarquait les regards ou les chuchotements. La peur de tout perdre grandissait en elle. Elle avait travaillé des années pour construire une vie stable. Maintenant, son nom était lié à un crime et elle ne savait pas comment se défendre. Elle n'avait aucun soutien de ses anciens amis et son avocat assigné communiquait à peine avec elle. Daniel faisait de son mieux pour la garder pleine d'espoir, mais Claire voyait qu'il était lui aussi frustré. Le procès n'était plus que dans quelques jours. Claire regarda la petite pile de papiers et de documents qu'elle avait rassemblés. Cela ne semblait pas suffisant. Elle s'assit près de la fenêtre et regarda dehors, sentant le poids de tout ce qui se passait. À l'approche de l'audience, elle se sentait plus seule que jamais. Le jour du procès, Claire se leva tôt. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle s'habillait. Elle n'avait pas beaucoup de vêtements à choisir. Le seul habit formel qu'elle possédait était son ancien uniforme de gouvernante, celui qu'elle portait tous les jours dans le manoir des de Benoît. Il était propre et repassé, bien que légèrement usé sur les bords. Mais c'était tout ce qu'elle avait. Elle plaça les documents rassemblés, lettres de recommandation, fiches de paie et notes dans un dossier simple, prit une profonde inspiration et quitta son petit appartement. Lorsqu'elle arriva au tribunal, elle se sentit à sa place. Les gens circulaient en costumes coûteux, chuchotant et consultant leur téléphone. Elle resta seule, tenant son dossier contre elle.
À l'intérieur de la salle d'audience, elle s'assit au premier rang, silencieuse et nerveuse, attendant que son nom soit appelé. Elle reconnut des visages familiers, mais aucun sourire amical ne lui fut adressé. Tout le monde semblait distant. Claire baissa les yeux, se préparant à ce qui allait venir. Elle savait que cela ne serait pas facile. Lorsque l'audience commença, le procureur engagé par Evelyne marcha avec assurance au centre de la salle. Sa voix était claire et ferme. Il commença par dire que Claire avait trahi la confiance de la famille de Benoît. Il l'accusa d'avoir utilisé sa position dans la maison pour accéder aux biens précieux de la famille. Il affirma qu'elle était la seule étrangère dans la maison, et donc la seule suspecte logique. Il souligna que Claire était présente le jour où le bijou avait disparu et décrivit comment elle avait accès aux pièces de la maison, y compris celles où le bijou était conservé. Puis, un à un, plusieurs témoins furent appelés. Il s'agissait d'anciens employés et de voisins, certains mentionnant avoir vu Claire se promener dans la maison pendant ses horaires de travail. Aucun n'avait de preuves réelles, mais leurs paroles contribuaient à façonner l'image que le procureur voulait donner. Claire écoutait en silence. Personne ne semblait intéressé par son point de vue. Richard était assis au fond de la salle. Il ne parlait pas et ne regardait pas Claire. Son visage était sérieux, presque vide, comme s'il essayait de se tenir à l'écart de tout. Claire essaya de ne pas trop le regarder, mais elle remarqua son silence. Cela lui faisait mal. Elle avait travaillé pour lui pendant tant d'années. Elle avait pris soin de sa fille et traité la maison comme si c'était sa responsabilité. Et pourtant, maintenant, il ne levait même pas les yeux vers elle. Evelyne, en revanche, paraissait calme et confiante. Elle murmurait parfois à son avocat, parfois hochant légèrement la tête ou levant un sourcil. Il était évident qu'elle se sentait en contrôle. Elle jetait à peine un regard à Claire, comme si elle était sûre que le résultat était déjà décidé. Sa manière de s'asseoir, de parler et de se comporter montrait clairement qu'elle s'était préparée pour ce moment et qu'elle croyait que tout se déroulait selon son plan. Léa était également présente, assise tranquillement dans le public à côté de sa nourrice. Elle paraissait petite et confuse, ses pieds ne touchant presque pas le sol. Elle observait attentivement, mais ne parlait pas. Elle n'en avait pas le droit. Elle ne comprenait pas tous les mots employés, mais comprenait assez pour savoir que quelque chose d'injuste se passait. Elle continuait de regarder Claire, essayant d'attirer son regard. Claire la vit, mais ne pouvait ni sourire, ni faire un signe de la main. Les règles du tribunal ne le permettaient pas. Léa tenait un papier plié dans la main, probablement un autre dessin, mais elle ne bougea pas. La nourrice à côté d'elle la maintenait tranquille. Personne ne posa de questions à Léa, et elle ne pouvait pas dire ce qu'elle savait ou ce qu'elle ressentait. Elle était là juste pour observer, incapable d'aider. Claire voulait lui tendre la main, lui dire que tout irait bien, mais elle ne pouvait pas. Voir Léa dans la salle d'audience rendait tout plus difficile. Cela lui rappelait ce qu'elle avait perdu. Pas seulement un emploi, mais quelqu'un à qui elle tenait vraiment. Puis ce fut le tour de Claire de parler. Elle se leva lentement et marcha vers le centre. Elle tenait ses documents fermement et regarda autour de la salle. Elle commença à parler de ses années de travail au manoir des de Benoît. Elle expliqua comment elle s'occupait du nettoyage, de la cuisine et de tout le reste. Elle raconta combien elle tenait à Léa et comment elle avait été là pour soutenir la famille, dans les bons comme dans les mauvais moments. Sa voix tremblait légèrement, mais elle resta stable. Elle dit qu'elle n'avait jamais volé quoi que ce soit et qu'elle ne savait pas ce qui était arrivé aux bijoux disparus. Elle parla de sa routine ce jour-là et comment elle avait déjà tout partagé avec la police. En parlant, elle regarda autour d'elle. Personne ne montrait d'émotion. Le juge restait neutre. Les avocats semblaient ennuyés.
Richard restait silencieux. Il ne réagit pas. Les paroles de Claire semblaient n'avoir aucune importance. Elle disait la vérité, mais la vérité ne semblait pas suffisante. Le procès continua avec des questions plus formelles et des discussions entre les avocats. La plupart étaient de techniques, remplies de termes que Claire ne comprenait pas totalement. Les gens la regardaient, mais pas avec bienveillance. Certains la fixaient avec suspicion. D'autres ne semblaient tout simplement pas se soucier de ce qui se passait. C'était comme si elle avait déjà été jugée avant même d'entrer dans la salle. Chaque fois qu'une question était posée sur son caractère, Claire avait l'impression d'être attaquée. Ses années de loyauté, son travail acharné, son dévouement envers la famille de Benoît, rien de tout cela ne semblait compter. Elle jetait régulièrement des regards à Léa, la seule personne qui pourrait encore croire en elle. Mais la fillette ne pouvait rien faire. L'atmosphère était lourde. Personne ne prit la parole pour défendre Claire. Même l'avocat commis d'office se contentait de dire ce qui était requis, sans émotion. Claire avait l'impression de regarder sa vie s'effondrer pendant que personne ne faisait rien pour l'arrêter. Elle était venue dans l'espoir que quelqu'un l'écoute, mais tout ce qu'elle reçut furent des regards silencieux et des visages vides. À la fin de la journée, Claire retourna à sa place et s'assit lentement. Son dossier de documents reposait sur ses genoux. Elle les regarda, incertaine de savoir s'ils avaient eu le moindre effet sur son cas. La salle commençait à se vider alors que la session se terminait. Evelyne sortit calmement avec son avocat, murmurant à nouveau, l'air satisfaite. Richard les suivit, toujours sans dire un mot. Léa fut guidée dehors par sa nourrice, tenant le même papier dans la main. Claire les regarda partir, toujours assise seule, portant ses seuls vêtements formels, son ancien uniforme. Elle se sentait fatiguée, non seulement à cause de la longue journée, mais aussi à cause de tout ce qu'elle avait traversé. Personne ne s'était levé pour elle. Personne n'avait défendu son nom. Le procès n'était pas terminé, mais elle ressentait déjà le poids de ce qui s'était passé. Elle resta un moment de plus à sa place, serrant ses documents, essayant de trouver la force de se lever et de partir. De nouveaux détails commencèrent à apparaître petit à petit, mais rien n'était assez clair pour changer la situation de Claire. Un jour, lors d'une conversation dans le couloir du tribunal, un jeune membre du personnel qui avait autrefois travaillé pour la famille de Benoît dit quelque chose d'inattendu. Elle mentionna que, la nuit où le bijou avait disparu, elle avait vu Evelyne marcher seule près de la pièce où le bijou était gardé. Cela était inhabituel, car Evelyne ne montait normalement jamais seule à l'étage, surtout la nuit. Claire et Daniel écoutèrent attentivement, pensant que cela pourrait être utile. Mais quelques heures plus tard, la même femme changea son récit. Elle déclara qu'elle n'était plus sûre et qu'elle avait peut-être vu quelqu'un d'autre. Il était clair qu'elle avait peur. Claire ne lui en voulait pas. Elle savait combien Evelyne avait d'influence. Cette même semaine, la femme de ménage principale, qui travaillait au manoir plus longtemps que quiconque, fut soudainement licenciée. Lorsque Daniel essaya de la contacter pour obtenir une déclaration, elle refusa de parler. Tout le monde avait peur. Claire se sentit de nouveau bloquée, sans soutien. Pourtant, Claire ne baissa pas les bras. Elle continua d'essayer de comprendre les petits morceaux d'informations qui lui parvenaient. Elle nota tout, chaque conversation, chaque détail étrange, chaque nom mentionné. Elle croyait qu'il devait y avoir une vérité cachée quelque part. Mais peu importe à quel point elle cherchait, elle avait l'impression que personne ne voulait vraiment l'aider à la trouver. Les gens évitaient de ses appels. Certains faisaient même semblant de ne plus la connaître. Chaque petite piste semblait disparaître avant de pouvoir devenir utile. Daniel faisait ce qu'il pouvait, mais son pouvoir était limité.
Claire lui demanda s'il pouvait demander officiellement plus d'informations de surveillance. Mais le tribunal avait déjà rejeté sa demande précédente, déclarant que les images de la caméra n'étaient pas suffisantes. Elle avait l'impression que toutes les portes se fermaient. Claire commençait à ressentir la même frustration chaque jour. Elle n'avait aucun moyen de se défendre correctement. Elle croyait en son innocence, mais cela ne semblait plus suffire. Tout dépendait des gens qui restaient au silencieux ou qui choisissaient de ne pas s'impliquer. Au manoir des de Benoît, Léa remarquait que la tension grandissait. Elle ne comprenait pas tout, mais elle voyait bien que quelque chose n'allait pas. Une nuit, elle s'assit avec son père et essaya de lui parler. Elle se souvenait de quelque chose de la nuit où le bijou avait disparu, quelque chose de petit, mais peut-être important. Elle raconta à Richard qu'elle avait vu quelqu'un près de la salle où était le bijou et qu'elle ne pensait pas que c'était Claire. Mais Richard ne prêtait pas vraiment attention. Il hocha vaguement la tête, les yeux concentrés sur son ordinateur portable. Il ne posa pas de questions et ne l'encouragea pas à en dire plus. Léa essaya à nouveau, mais il lui dit qu'il était occupé et qu'il en parlerait plus tard. Elle se sentit frustrée et confuse. Elle pensait aider, mais personne ne semblait vouloir entendre ce qu'elle avait à dire. Le moment passa et le souvenir resta non exprimé. Léa s'assit tranquillement, se demandant si elle avait fait ce qu'il fallait. Elle ne savait pas si ce qu'elle avait vu avait de l'importance, mais elle savait qu'elle avait essayé de parler. Evelyne remarqua que Léa posait davantage de questions et se comportait différemment. Elle commença à surveiller plus attentivement le comportement de sa petite fille. Evelyne n'aimait pas que Léa tente de parler de Claire. Elle croyait que l'affaire était close et ne voulait pas que la fillette s'implique ou se confonde. Pour distraire Léa, Evelyne commença à lui acheter de nouveaux jouets, des robes et même à promettre un voyage. Au début, Léa appréciait l'attention, mais elle continuait à évoquer Claire dans ses conversations. Un après-midi, après que Léa ait encore posé des questions sur la nuit de la disparition du bijou, Evelyne se fâcha. Elle dit à Léa d'arrêter de parler de ce sujet et la prévint que si elle continuait à poser des questions, elle pourrait être envoyée dans un internat éloigné. Léa resta figée. Elle n'avait jamais entendu sa grand-mère parler ainsi auparavant. À partir de ce moment, elle resta silencieuse. Elle garda ses pensées pour elle et cessa de poser des questions. Evelyne sembla satisfaite du silence, mais Léa était maintenant effrayée et confuse. Elle ne comprenait pas pourquoi quelque chose d'aussi simple était si dangereux à évoquer. Pendant que tout cela se passait dans la maison, Richard passait de plus en plus de temps seul dans son bureau. Il avait commencé à parcourir de vieux dossiers familiaux, cherchant peut-être la paix ou juste une distraction. Un soir, en regardant les archives sur l'ordinateur, il tomba sur d'anciennes vidéos enregistrées par le système de sécurité du manoir. La plupart montrèrent le quotidien et des événements de routine. Mais dans une vidéo, il vit quelque chose qui le fit s'arrêter. C'était quelques années auparavant, Claire réconfortant Léa après le décès de sa mère. Dans la vidéo, Claire était assise sur le canapé avec Léa enveloppée dans une couverture, lui parlant doucement et essuyant ses larmes. Richard regarda en silence. Il avait oublié combien Claire avait soutenu la famille, surtout dans les moments les plus difficiles. Ce souvenir le toucha profondément. Il commença à se rappeler combien elle avait toujours été loyale et gentille. Cela le rendait incertain, surtout. Pour la première fois, il commença sérieusement à remettre en question la façon dont il l'avait traitée, mais il n'agissait toujours pas. Les jours passaient, mais quelque chose à l'intérieur de Richard avait changé. Même s'il n'avait rien dit à voix haute, il commença à voir les choses différemment. Il remarqua plus clairement le comportement contrôlant d'Evelyne. Il vit comment Léa était devenue plus silencieuse et nerveuse. Il ne pouvait pas cesser de penser à cette vidéo de Claire et Léa. Elle se rejouait dans son esprit, surtout la nuit.
Il commença aussi à se demander qui avait éteint la caméra, qui avait accès à celle-ci, qui avait une raison de la faire arrêter de fonctionner. Plus il y pensait, plus il avait de questions. Pourtant, il ne disait rien. Il n'avait pas parlé à Claire depuis le jour où il lui avait demandé de partir. Il se sentait coupable, mais ne savait pas comment réparer les choses. Il ne savait pas de quel côté il était vraiment. Ainsi, pendant que Claire continuait de se battre et que Léa restait silencieuse sous pression, Richard restait plongé dans ses pensées, commençant lentement à comprendre que la vérité était beaucoup plus compliquée qu'il ne l'avait cru auparavant. Émilie Dubois, une jeune avocate, suivait l'affaire de Claire à travers les reportages et articles en ligne. Elle n'avait pas des années d'expérience, ni un grand cabinet derrière elle, mais quelque chose dans la façon dont Claire était traitée ne lui convenait pas. Elle avait lu les titres, regardé certaines images du procès et suivi les discussions publiques sur les réseaux sociaux. Plus elle lisait, plus l'affaire lui semblait étrange. Cela paraissait précipité, incomplet et biaisé. Un après-midi, Émilie prit la décision de contacter Claire. Elle trouva l'adresse de Claire dans les dossiers du tribunal et visita son petit appartement. Lorsque Claire ouvrit la porte, elle avait l'air fatiguée et incertaine. Émilie se présenta poliment et expliqua qu'elle souhaitait aider, même si elle était encore novice dans sa carrière. Elle ne s'attendait pas à ce que Claire lui fasse confiance immédiatement, mais, à sa surprise, Claire hocha lentement la tête et dit oui. À ce moment-là, Claire n'avait plus rien à perdre et décida de laisser Émilie examiner ses documents. Émilie commença par lire tous les documents que Claire et Daniel avaient rassemblés. Elle les étala sur la table, les organisant par type. Déclaration de témoins, notes chronologiques, lettres de recommandation et papiers du tribunal. Elle lut chaque mot attentivement, surlignant nom, date et tout ce qui semblait incohérent. En examinant le matériel, elle remarqua plusieurs contradictions. Un témoin disait que Claire nettoyait le couloir à un certain moment, tandis qu'un autre prétendait qu'elle était déjà dehors à ce moment-là. Un troisième mentionnait avoir entendu un bruit fort, mais ne précisait pas ce que c'était. Aucune des déclarations ne correspondait entièrement, et le rapport de police semblait précipité. Émilie attira l'attention de Claire sur ces incohérences et lui demanda si elles avaient déjà été contestées devant le tribunal. Claire secoua la tête. Son avocat commis d'office n'avait jamais examiné les détails en profondeur. Encouragée par cette découverte, Émilie décida de continuer ses recherches. Elle croyait que si ces petites failles étaient correctement exposées, elle pourrait commencer à changer le cours de l'affaire. Quelques jours plus tard, alors qu'elle examinait davantage de notes et cherchait en ligne, Émilie reçut un message de quelqu'un prétendant connaître un secret sur le bijou disparu. Le message arriva via les réseaux sociaux et était très bref. La personne affirmait avoir vu Evelyne porter le bijou lors d'un événement caritatif 2 semaines après le vol signalé. Émilie fut surprise. Elle demanda une preuve et la personne envoya une photo qui avait été publiée en ligne pendant l'événement. Sur l'image, Evelyne était vêtue de manière formelle et une bague ressemblant exactement au bijou disparu était visible à sa main. Émilie sauvegarda l'image et commença rapidement à vérifier les détails de l'événement. Lieu, date et liste des invités. Tout correspondait. Mais lorsqu'elle tenta d'accéder à la photo, 1 heure plus tard, elle avait disparu. La publication avait été supprimée et le compte-rendu privé. Elle avait conservé l'image, mais elle n'était pas assez claire pour servir de preuve légale. Pourtant, Émilie sentit qu'elle se rapprochait de la vérité. Ce soir-là, Émilie rendit visite à Claire et lui montra ce qu'elle avait trouvé. Elle expliqua comment la photo correspondait à la description de l'objet disparu et qu'elle avait été prise après la date supposée du vol. Claire regarda l'image quelques secondes, puis hocha la tête. Elle ne semblait pas surprise.
Elle dit qu'elle avait toujours eu le pressentiment que quelque chose n'allait pas. Evelyn avait toujours agi avec trop de confiance, trop vite pour accuser quelqu'un. Claire croyait qu'Evelyn avait plus de contrôle sur la situation que quiconque. Émilie lui demanda si elle avait déjà pensé qu'Evelyn pourrait avoir monté tout le coup. Claire ne voulut pas le dire directement, mais son regard en disait long. Émilie lui conseilla de ne pas perdre espoir. Elle promit de continuer à chercher des preuves supplémentaires. Claire la remercia et dit qu'elle était reconnaissante, non seulement pour l'aide juridique, mais parce que quelqu'un croyait enfin en elle, suffisamment pour se battre à ses côtés. Pour la première fois depuis des semaines, Claire avait l'impression d'avoir quelqu'un réellement de son côté. Pendant qu'Émilie travaillait sur l'affaire, Léa restait silencieuse à la maison. Elle repensait souvent à la nuit où le bijou avait disparu. Certains souvenirs lui revenaient. Des voix dans le couloir, une porte qui grinçait, sa grand-mère se déplaçant rapidement à l'étage. Elle ne comprenait pas tout ce qu'elle avait vu, mais savait que quelque chose n'allait pas. Pourtant, elle ne dit rien. La dernière fois qu'elle avait essayé d'en parler, Evelyn l'avait avertie d'arrêter. Depuis, Evelyn était devenue encore plus contrôlante. Elle surveillait Léa de près, vérifiait ses cahiers, limitait son temps d'écran et posait de nombreuses questions sur ses conversations. Elle essayait aussi de la distraire avec de nouveaux cadeaux et des repas spéciaux, mais Léa savait ce qui se passait. Elle garda ses pensées pour elle, dessinant et écrivant de petites notes qu'elle cacha dans son coffre à jouets. Elle ne voulait pas oublier ce qu'elle avait vu. Elle ne faisait confiance à personne pour raconter ce qu'elle savait, pas même à son père. Elle resta donc silencieuse, même si son cœur était plein de questions. Émilie poursuivit son enquête et décida de se rendre directement au tribunal. Elle demanda l'accès aux dossiers officiels de l'affaire de Claire et passa des heures dans la salle des archives à parcourir les dossiers et les fichiers. En lisant, elle remarqua encore plus de problèmes. Certaines déclarations manquèrent de pages. Certains rapports n'étaient pas correctement signés. La chronologie ne confirmait pas entièrement les événements clés. Il y avait aussi des lacunes dans la manière dont les preuves avaient été traitées. Un document faisait même référence à une photo qui n'était pas jointe. Émilie fit des copies de tout et nota toutes les incohérences. Plus elle lisait, plus il devenait clair que l'affaire avait été traitée trop rapidement. Il semblait que le système avait tout poussé en avant, sans poser suffisamment de questions. Peut-être que l'influence d'Evelyn avait contribué à précipiter le processus. Émilie n'en était pas certaine, mais elle avait vu assez pour savoir que quelque chose n'allait pas. Elle appela Claire et lui expliqua ce qu'elle avait trouvé. Puis elle s'assit chez elle et commença à élaborer un plan. Elle ne savait pas où cela mènerait, mais elle était prête à enquêter seule. Émilie continua de parcourir les fichiers et les chronologies, relisant chaque page plus d'une fois. Plus Émilie étudiait l'affaire, plus elle remarquait d'incohérences. Les rapports officiels comportèrent des détails qui ne correspondaient pas. Certains documents avaient des horodatages en contradiction avec ce que les témoins avaient déclaré. Par exemple, l'heure à laquelle Claire était censée se trouver près de la pièce où était le bijou ne correspondait pas au planning de nettoyage officiel qu'elle suivait depuis des années. Émilie découvrit également que plusieurs parties de la déclaration originale de Claire avaient été complètement ignorées ou laissées de côté dans les dossiers du tribunal. Claire avait mentionné des choses précises, comme l'heure exacte à laquelle elle avait quitté l'étage supérieur et une conversation qu'elle avait eue avec un autre membre du personnel. Mais ces points n'avaient pas été abordés pendant l'audience. Il semblait que le tribunal ne se concentrait que sur les détails qui rendaient Claire suspecte. Émilie prit des notes attentives et fit des copies de tout. Elle se préparait à construire une chronologie claire qui pourrait prouver que quelque chose avait été mal fait depuis le début. Elle se sentait plus confiante, convaincue que la vérité était enterrée volontairement.
Au manoir des de Benoît, Léa continuait de penser à la nuit où le bijou avait disparu. Elle avait tant de questions en tête et sentait que les garder pour elle la rendaient mal à l'aise. Un après-midi, alors qu'elle était assise dans le salon avec sa grand-mère, elle posa enfin une question directe. « Grand-mère, que s'est-il vraiment passé la nuit où la bague a disparu? » Evelyne ne sembla même pas surprise. Au contraire, son expression changea immédiatement. Elle posa sa tasse et regarda Léa droit dans les yeux. Sa voix devint froide. Elle dit à Léa d'arrêter de poser des questions sur des choses qu'elle ne comprenait pas. Ce n'était pas à elle de se préoccuper des affaires d'adultes. Léa ne dit rien de plus. Elle hocha simplement la tête et alla dans sa chambre. Mais à l'intérieur, elle avait peur, non seulement à cause du ton d'Evelyne, mais aussi parce qu'elle se souvenait de quelque chose de cette nuit-là. Elle se rappelait avoir vu sa grand-mère près du couloir avec quelque chose de brillant dans la main. Il était tard et personne d'autre n'était présent. Richard, quant à lui, commençait à se sentir de plus en plus mal à l'aise. Il ne voulait pas donner d'interview et évitait les journalistes qui posaient des questions sur l'affaire. Il se tenait à l'écart des événements publics et préférait rester chez lui ou dans son bureau. Les gens pensaient simplement qu'il était silencieux, mais en réalité, il était profondément partagé. Il savait que quelque chose clochait. Il commença à consulter de vieux dossiers, à visionner d'anciennes vidéos de la famille et à essayer de se souvenir de la réalité des faits. Il voulait croire sa mère. Mais au fond de lui, il avait des doutes. Il se souvenait de la loyauté de Claire, de sa voix calme, de la manière dont elle avait aidé à élever Léa après le décès de sa femme. Pourtant, il n'avait pas pris la parole. Il n'avait rien fait pendant que l'affaire avançait, pendant que Claire était attaquée publiquement. Il commençait à regretter son silence. La nuit, lorsqu'il était seul, il regardait parfois les rapports du tribunal et essayait de comprendre ce qui manquait. Mais il était difficile d'admettre qu'il avait commis une erreur en ne la défendant pas. Émilie ne stoppa pas son enquête. Elle commença à contacter d'anciens employés qui avaient travaillé au manoir des de Benoît. Certains répondirent, mais étaient nerveux. Un homme déclara qu'il ne pouvait pas parler du passé. Une femme dit qu'elle avait tourné la page et ne voulait pas de problème. Quelques autres raccrochèrent immédiatement. Émilie comprit leur peur. Evelyne avait du pouvoir, et les gens ne voulaient pas s'impliquer dans quelque chose qui pourrait affecter leur vie. Mais l'un d'eux, un ancien jardinier, accepta de rencontrer brièvement Émilie. Il dit qu'il avait toujours trouvé la situation étrange et se souvenait avoir vu une voiture arriver tard, la nuit où le bijou avait disparu, mais personne n'en avait parlé. Émilie prit des notes et posa d'autres questions, mais il refusa d'en dire plus. Émilie le remercia et continua ses recherches. Elle croyait que si elle pouvait trouver une seule personne courageuse, prête à parler publiquement, l'affaire pourrait prendre une direction différente. Pour l'instant, toutefois, la peur continuait de contrôler les gens qui pouvaient aider. Léa resta silencieuse après sa conversation avec sa grand-mère, mais elle ne pouvait pas oublier ce qu'elle avait vu cette nuit-là. Elle se souvenait avoir marché dans le couloir et vu Evelyne ouvrir le coffre-fort de sa chambre. Evelyne avait quelque chose de petit et brillant dans la main. Léa ne comprenait pas ce que c'était à l'époque, mais maintenant, elle pensait que cela pouvait être le bijou disparu. Elle se rappelait également qu'Evelyne avait rapidement refermé la porte en réalisant que Léa était proche. Depuis cette nuit, Evelyne avait été extrêmement gentille avec elle, lui achetant des jouets, promettant des vacances et disant même qu'elle pourrait avoir un animal de compagnie. Léa appréciait les cadeaux, mais savait aussi qu'ils avaient un prix à payer. Chaque fois qu'elle essayait de parler de Claire, Evelyne changeait de sujet ou la mettait en garde de ne pas en parler. Léa était suffisamment intelligente pour comprendre que quelque chose n'allait pas, mais elle ne savait pas à qui faire confiance. Elle garda tout pour elle et espérait qu'un jour, quelqu'un poserait la bonne question
et écouterait vraiment. Un soir, assise seule dans son bureau, Richard ouvrit un dossier contenant de vieilles vidéos de famille. Il cliqua sur un fichier et vit une scène familière. Claire était assise par terre dans le salon avec Léa, la serrant contre elle après une journée difficile. C'était une vidéo datant de la période juste après le décès de sa mère. Dans la vidéo, Claire faisait preuve de patience et de calme, réconfortant Léa avec des mots simples et un soutien silencieux. Richard regarda toute la vidéo sans dire un mot. Lorsqu'elle se termina, il se renversa dans son fauteuil et réfléchit à tout. Claire avait toujours été là. Elle n'avait jamais rien demandé et n'avait jamais déçu la famille. Plus il y pensait, plus il réalisait à quel point il l'avait maltraitée par son silence. Pourtant, il ne savait pas comment réparer cela. Il était resté trop longtemps silencieux. Mais peut-être n'était-il pas trop tard. En même temps, Émilie prit une décision importante. Elle avait vu assez d'erreurs, assez de peur et assez de silence. Il était temps de confronter la version officielle devant le tribunal. Elle était prête à franchir cette étape. Lors de l'audience, la salle était silencieuse et concentrée. Les avocats parlaient à tour de rôle et le juge écoutait attentivement. Claire était assise à sa place avec Émilie à ses côtés, toutes deux attendant la prochaine étape du processus. Soudain, la porte arrière de la salle s'ouvrit avec un petit grincement. Les gens tournèrent la tête, s'attendant peut-être à voir un huissier ou un agent de sécurité, mais à la place, Léa entra. Elle portait un blazer gris trop grand pour elle et tenait un dossier pressé contre sa poitrine. Ses pas étaient rapides et déterminés. La nourrice qui était censée la surveiller n'était nulle part. Tout le monde regardait, confus. Léa traversa les rangées d'adultes, atteignit le centre de la salle, leva une main et dit clairement « Je suis l'avocate de ma maman ». Une vague de surprise traversa la salle d'audience. Avant que quiconque puisse réagir, Léa courut vers Claire, la serra dans ses bras et murmura assez fort pour que toute la salle entende. « J'ai vu grand-mère cacher la bague dans le coffre. » Pendant quelques secondes, personne ne bougea. Le juge parut confus. Certaines personnes s'étonnèrent et Evelyne resta figée sur sa chaise. Un agent de sécurité s'approcha de Léa, prêt à l'escorter dehors. Mais avant qu'il ne puisse la toucher, Richard se leva. Sa voix était ferme, mais calme. Il demanda au juge de laisser sa fille parler. « Elle ne fait pas que jouer, dit-il. Elle se souvient de quelque chose d'important. » Le juge fit une pause, regarda Léa, puis Richard, et lui permit de continuer. Léa se tint devant la salle, tenant son dossier. Elle l'ouvrit et en sortit un dessin. Il montrait le plan de la chambre d'Evelyne, incluant l'emplacement exact du coffre-fort. Léa le montra et expliqua comment elle avait vu Evelyne ouvrir le coffre et y placer quelque chose de brillant. Puis elle regarda le juge et répéta ce qu'elle avait entendu cette nuit-là. La salle n'était plus silencieuse. Les gens commencèrent à chuchoter. Le juge leva la main et ordonna le silence. Il prit un moment avant de parler. Il dit que l'audience serait suspendue et qu'une enquête complète sur la déclaration de Léa serait menée immédiatement. Il semblait surpris, mais il ne négligea pas ce qui venait d'être dit. Evelyne se leva, visiblement secouée, et essaya de se justifier. Elle affirma que Léa n'était qu'une enfant avec une imagination active. Elle disait que la fillette avait dû mal comprendre ou inventer une histoire à partir de ce qu'elle avait entendu des adultes. Mais sa voix tremblait légèrement et sa confiance ne semblait plus aussi forte qu'avant. Elle évita de regarder Léa et lança des regards nerveux vers son avocat. Les gens dans la salle pouvaient voir que quelque chose avait changé. L'atmosphère avait évolué. Ce qui avait commencé comme une affaire unilatérale semblait désormais très différent.
Émilie se leva et demanda officiellement une perquisition immédiate du domicile et du bureau d'Evelyn. Le juge l'approuva. Des officiers furent appelés pour exécuter l'ordre. Tout le monde attendait, incertain de ce qui allait être découvert ensuite. Claire resta assise, stupéfaite par ce qui venait de se passer. Elle tenait doucement la main de Léa, essayant encore de tout comprendre. Pendant si longtemps, elle s'était sentie seule, sans personne pour parler en son nom. Maintenant, une petite fille avait tout changé, avec quelques mots seulement. Émilie se tourna vers Claire et lui dit doucement que cela pouvait changer l'issue de tout le procès. Claire hocha la tête, retenant ses larmes. Pendant ce temps, Evelyn restait raide sur sa chaise, bougeant à peine. Elle ne parla plus. Richard regarda sa fille avec un mélange de fierté et de culpabilité. Il était resté silencieux trop longtemps, mais maintenant, il comprenait ce qu'il aurait dû voir plus tôt. Léa portait cette vérité en elle, attendant le bon moment pour parler. Le juge rappela à tous que d'autres mesures seraient prises prochainement. Les huissiers quittèrent la salle pour commencer l'enquête. Les personnes présentes chuchotaient et échangèrent des regards. L'affaire n'était plus simple. La voix de Léa avait transformé le cours du procès. À l'extérieur, les journalistes commençaient déjà à se rassembler. La nouvelle de l'interruption s'était rapidement répandue. Les caméras attendaient à l'entrée. À l'intérieur, le juge termina la session plus tôt, expliquant que d'autres audiences auraient lieu une fois les nouvelles preuves examinées. On annonça à Claire qu'elle pouvait rentrer chez elle pour le moment. Lorsqu'elle se leva, Léa resta près d'elle. Émilie rassembla leurs affaires et les guida à l'extérieur. Richard suivit lentement. Il ne dit pas grand-chose, mais resta près de sa fille. Evelyn, quant à elle, sortit par une porte dérobée avec son avocat. Son visage était crispé par la colère et l'inquiétude. Elle ne parla à personne. Les officiers allaient à bientôt perquisitionner chez elle, et tout le monde le savait. Claire se sentit submergée, mais pour la première fois, elle n'avait plus peur. Émilie lui dit qu'ils avaient désormais quelque chose de réel, quelque chose de solide. Les mots d'un enfant peuvent sembler insignifiants pour certains, mais dans ce cas, ils révélèrent une part cachée de la vérité. Tout le monde sentit que le changement avait commencé. Plus tard dans la soirée, Émilie s'assit dans son appartement pour revoir ses notes. Elle avait enregistré chaque partie de la déclaration de Léa et avait déjà établi une liste de mesures à suivre. Son téléphone ne cessait de vibrer avec des messages de personnes demandant des nouvelles de l'affaire. Pour l'instant, elle les ignora. Elle voulait se concentrer. Claire l'avait appelée quelques minutes plus tôt, juste pour la remercier encore une fois. Émilie lui répondit que la lutte n'était pas terminée, mais que les choses allaient enfin dans la bonne direction. Pendant ce temps, Claire était à la maison avec Léa, toutes deux assises sur le canapé. Léa avait retiré son blazer et était revenue dans ses vêtements habituels, mais le dossier restait à portée de main. Claire la serra contre elle et lui dit combien elle était fière d'elle. Léa ne parla pas beaucoup. Elle était fatiguée, mais calme. De l'autre côté de la ville, la maison d'Evelyn était en train d'être perquisitionnée par des officiers de justice. Et au tribunal, le juge avait déjà ordonné que les nouvelles preuves soient bien présentées dès que possible. Le moment courageux de Léa avait véritablement changé la direction du procès. Richard ne pouvait plus retenir les questions qui s'accumulaient en lui. Après ce qui s'était passé au tribunal, avec l'apparition inattendue de Léa et son témoignage audacieux, il sut qu'il était temps de confronter sa mère. Ce même soir, il entra dans le salon privé d'Evelyn et lui demanda directement « Où est la bague ?» Evelyn, assise sur le canapé avec un verre à la main, ne répondit pas au début. Richard répéta la question plus fort cette fois. Il lui dit qu'il était resté silencieux assez longtemps et qu'il voulait la vérité.
Elle le regarda attentivement, puis soupira et posa le verre. Avec un air fatigué, elle admit qu'elle avait caché le bijou. Elle dit qu'il ne s'agissait jamais de vol, mais de peur. Evelyn confessa qu'elle avait peur de perdre sa place dans la famille, surtout après avoir vu la proximité entre Claire et Léa. Elle ajouta qu'elle voulait seulement effrayer Claire, la faire s'éloigner de la famille, mais que la situation avait dégénéré plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Richard était stupéfait. Il ne pouvait pas croire que tout ce que Claire avait traversé était causé par la jalousie de sa propre mère. Il demanda à Evelyn où se trouvait le bijou maintenant. Au début, elle refusa de répondre, mais Richard ne lâcha pas. Il fouilla lui-même sa chambre. Après avoir regardé derrière des bibliothèques et des tiroirs, il trouva un petit coffre-fort caché derrière un panneau factice dans le mur. Il ne l'avait jamais remarqué auparavant. Evelyn tenta de l'arrêter, mais il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait la bague disparue, ainsi que plusieurs autres objets de valeur signalés comme manquants au fil des années. Richard prit tout et mit les objets dans un sac sécurisé. Sans dire un mot de plus à Evelyn, il quitta la maison et se rendit directement au commissariat de police le plus proche. Là, il remit la bague et le reste des objets provenant du coffre. Les officiers prirent des photos, rédigèrent des rapports et le remercièrent pour sa démarche. C'était officiel désormais. La vérité ne pouvait plus être cachée. Ce que Claire avait toujours affirmé était enfin confirmé. La nouvelle de la découverte se répandit rapidement. En quelques heures, les médias locaux rapportaient que le bijou familial disparu avait été retrouvé et qu'il avait été caché tout ce temps dans la maison des de Benoît. Les journalistes étaient devant le tribunal, donnant des mises à jour et tentant d'obtenir des réactions de tous les impliqués. Des photos des objets récupérés furent partagées en ligne. Les réseaux sociaux commencèrent à changer de ton. Les personnes qui avaient autrefois jugé sévèrement Claire se mirent désormais à s'interroger sur la manière dont l'affaire avait été gérée. Certains postèrent même des excuses, reconnaissant qu'ils avaient cru la mauvaise histoire. Émilie réagit rapidement. Elle prépara les documents officiels et déposa les nouvelles preuves auprès du tribunal. Lors de l'audience suivante, elle présenta les photos du coffre-fort, du bijou et la déclaration de Richard, confirmant ce qui s'était réellement passé. Elle parla avec clarté, montrant comment l'affaire avait été construite sur des mensonges et comment Claire avait été traitée injustement dès le départ. La salle d'audience était à nouveau pleine, mais cette fois, l'énergie était différente. Les gens faisaient désormais attention à ce qui se passait. Claire monta une nouvelle fois à la barre, mais cette fois, elle n'était pas là en tant que suspecte. Elle était calme et posée en expliquant à nouveau tout ce qui s'était passé, de ses années de service à l'instant où elle avait été accusée et éloignée du manoir. Elle parla de la douleur d'avoir été abandonnée par les personnes pour qui elle avait tant travaillé et de combien il avait été douloureux d'être vue comme coupable sans preuve. Cette fois, le juge écouta attentivement. Il prit des notes, examina de nouveau les preuves, puis s'adressa à la salle. Il admit qu'il y avait eu de graves erreurs dans la manière dont l'affaire avait été traitée. Il déclara que les accusations avaient été portées sans enquête appropriée et que Claire avait énormément souffert à cause de cela. Puis, d'une voix ferme, il déclara Claire Martin innocente. La salle resta silencieuse un instant, puis Léa se leva de son siège, courut à travers la pièce et serra Claire dans ses bras. Claire la tint près d'elle, pleurant doucement, tandis que la presse capturait rapidement ce moment émouvant. Les flashs des appareils photos illuminèrent la salle, alors que les journalistes prenèrent des photos de Claire et Léa s'embrassant. Les reporters notaient chaque détail. Les chaînes d'information diffusèrent rapidement la déclaration du juge, montrant des extraits vidéo du moment émotionnel de Claire et répétant le témoignage précédent de Léa. Le public, regardant depuis chez lui ou sur son téléphone, commença à réagir.
Les commentaires affluèrent sur les réseaux sociaux, soutenant Claire et critiquant la manière dont elle avait été traitée. Les gens commencèrent à s'interroger sur la façon dont une telle affaire avait pu aller aussi loin sans preuve réelle. Émilie, debout aux côtés de Claire, fit une brève déclaration à la presse, disant qu'ils étaient heureux que la justice ait enfin été rendue, mais que cela était arrivé bien trop tard. Evelyne, qui avait toujours contrôlé le récit, était maintenant sous enquête. Les mêmes caméras qui la suivaient autrefois en tant que figure respectée la montraient désormais évitant les questions, l'air fatigué et vaincu. Des enquêteurs furent chargés de vérifier comment l'affaire avait été gérée et s'il y avait d'autres personnes qui avaient aidé à cacher la vérité. Lorsque la salle se vida, Claire sortit lentement. Cette fois, les gens ne l'évitèrent pas. Ils la regardaient avec respect et même admiration. Certains journalistes posèrent des questions, mais de manière plus prudente, ne la traitant plus comme une criminelle. Claire ne dit pas grand-chose. Elle tenait la main de Léa et traversa la foule la tête haute. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, elle n'était plus vue comme quelqu'un ayant fait quelque chose de mal. Elle était perçue comme quelqu'un qui avait survécu à une injustice, tout en conservant sa dignité. Richard resta à proximité, les regardant partir. Il ne s'approcha pas, mais ses yeux montraient son regret. Claire le remarqua et lui fit un petit signe de tête. Cela suffisait pour l'instant. Émilie la rejoignit et lui dit qu'elle l'aiderait pour tout ce qui viendrait ensuite. Claire sourit. Ils avaient encore du travail devant eux, mais pour l'instant, elle avait retrouvé sa liberté. Et lorsqu'elle sortit du tribunal, elle ne quittait pas simplement un bâtiment. Elle quittait enfin l'ombre du blâme. Après tout ce qui s'était passé, beaucoup s'attendaient à ce que Claire profite de la situation. Elle reçut plusieurs offres d'emploi de personnes qui l'avaient autrefois abandonnée. D'autres proposèrent de l'argent, disant que c'était une manière de réparer les torts subis. Certaines entreprises essayèrent d'utiliser son histoire pour obtenir une publicité positive, proposant des rôles publics ou des parrainages. Mais Claire refusa tout. Lorsque les journalistes lui demandèrent ce qu'elle comptait faire ensuite, sa réponse fut toujours la même. « Je veux juste vivre en paix ». Elle ne voulait ni célébrité, ni attention, ni vengeance. Elle voulait reconstruire sa vie tranquillement, sans être vue comme un symbole ou une victime. Elle retourna dans son petit appartement, le nettoya et commença à organiser ses affaires. Elle passa plus de temps avec Léa, maintenant que les visites étaient plus fréquentes et détendues. Claire se concentra sur les choses simples, cuisiner, se promener dans le parc et passer du temps seule. Elle était enfin libre, et cette liberté comptait plus que tout. Peu de temps après, Richard tint une conférence de presse. Pour la première fois, il parla ouvertement de ce qui s'était passé. Il s'excusa directement auprès de Claire, publiquement et en privé. Il admit qu'il avait commis une terrible erreur en restant silencieux et qu'il regrettait profondément de ne pas l'avoir cru quand il le fallait. Les médias retransmirent ses paroles et le public écouta. Mais Richard ne s'arrêta pas là. Il annonça la création d'une fondation dédiée à aider les femmes faussement accusées ou maltraitées dans le système judiciaire. Il voulait utiliser les ressources de la famille pour une bonne cause. Lors de l'annonce, il invita Claire à diriger l'organisation en tant que première directrice. Au début, Claire hésita. Elle voulait une vie tranquille, loin des projecteurs. Mais après réflexion, elle comprit que c'était une manière d'aider d'autres personnes ayant souffert comme elle. Il ne s'agissait pas d'être sous les projecteurs, mais de faire quelque chose de significatif. Elle accepta le rôle et Richard promit de la soutenir à chaque étape. Émilie, qui était restée aux côtés de Claire depuis les premiers jours de l'affaire, resta également impliquée. Elle devint la conseillère juridique de la Fondation et aida à définir sa mission centrale.
Ensemble, elle et Claire élaborèrent un plan axé sur l'aide juridique, le soutien émotionnel et la sensibilisation du public. Émilie était fière de faire partie de ce projet et Claire lui faisait totalement confiance. Elles recrutèrent une petite équipe dédiée et commencèrent à tenir des réunions hebdomadaires. Claire prenait son rôle au sérieux. Elle ne voulait pas que la fondation soit un simple geste symbolique. Elle voulait qu'elle aide réellement les gens. Pendant ce temps, Evelyne traversait ses propres problèmes judiciaires. Après une enquête complète, elle fut reconnue coupable de fausses accusations et de dissimulation de preuves. Elle reçut une peine de réclusion à domicile et le tribunal lui retira toute autorité légale sur les finances et les décisions de la famille. Elle n'était plus aux commandes. Son image publique s'effondra et les gens ne la louaient plus comme auparavant. Elle passa la plupart de ses journées isolée, loin des projecteurs dont elle avait l'habitude. Richard commença à gérer les entreprises familiales avec une nouvelle approche. Il modifia la structure de la société pour la rendre plus transparente et équitable. Il remplaça plusieurs membres du conseil d'administration de longue date, proches d'Evelyne, par des voix plus jeunes et diversifiées. Il mit également en place une politique pour soutenir les employés victimes de traitements injustes. Richard admit que son silence passé avait fait du tort à beaucoup et il promit de faire différemment. À la maison, les choses changèrent aussi. Il passa plus de temps avec Léa et commença à l'écouter plus attentivement. Il l'encouragea à parler librement et à être honnête. Léa, à son tour, passa beaucoup de temps avec Claire. Les deux étaient de plus proches que jamais. Claire allait la chercher à l'école, l'aidait pour ses devoirs et assistait même aux événements scolaires. Elle riait davantage et discutait ouvertement. Pour Léa, Claire avait toujours été une source de réconfort. Maintenant, elle faisait également partie de sa vie quotidienne. Les blessures du passé guérissaient lentement, grâce à de nouvelles routines et à la confiance. La fondation fut officiellement lancée quelques mois plus tard. Elles ouvrirent un modeste bureau en centre-ville et annoncèrent leur première campagne pour soutenir les femmes faussement accusées dans les quartiers défavorisés. Claire organisa personnellement les premiers événements. Elle veilla à ce que l'équipe comprenne que la mission n'était pas seulement une question d'image, mais consistait à écouter de vraies histoires, offrir un vrai soutien et pousser à des réformes légales. Elle rencontra des femmes ayant vécu des situations similaires et invita des experts à donner des conférences. Elle travailla également avec des associations locales pour sensibiliser le public. Émilie forma les bénévoles, examina les dossiers juridiques et s'assura que chaque affaire recevait l'attention qu'elle méritait. Claire passait de longues heures au bureau, mais ne se plaignait jamais. Elle construisait quelque chose d'important. La presse commença à changer sa couverture. On ne présentait plus Claire comme la femme faussement accusée de vol. On la désignait désormais comme la fondatrice d'un mouvement en pleine croissance. Son nom, autrefois associé au scandale, représentait maintenant la dignité, la force et la justice. La vie de Claire avait complètement changé, mais pas de la manière que l'on aurait pu attendre. Elle ne devint ni riche ni célèbre. Elle ne passait pas ses journées à donner des interviews ou à assister à de grands événements. Elle se concentra sur un travail significatif, des relations authentiques et sa propre tranquillité d'esprit. La fondation grandissait lentement, mais sûrement. Et Claire était toujours présente, guidant chaque décision. Elle vivait toujours dans le même appartement, cuisinait ses repas et faisait ses longues promenades pour se vider l'esprit. Mais maintenant, quand les gens passaient devant elle dans la rue, ils la saluaient respectueusement ou s'arrêtaient pour la remercier. Les enfants lui souriaient. Les anciens voisins, qui l'avaient autrefois évité, lui parlaient désormais avec chaleur. Claire avait reconstruit sa vie, non par vengeance, mais par un objectif réel. Elle ne portait plus de colère. Elle portait l'expérience
et une volonté ferme de faire en sorte que personne d'autre ne traverse ce qu'elle avait vécu. Pour la première fois depuis longtemps, Claire n'avait plus peur de ce qui allait arriver. Elle avait la liberté, le respect, et surtout, elle avait retrouvé sa vie. Enfin, nous sommes arrivés à la fin de cette histoire. Je suis extrêmement heureux que vous soyez allés jusqu'au bout. Merci beaucoup d'avoir regardé. Commentez ci-dessous ce que vous en avez pensé et quelle a été la meilleure ou la pire partie. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine.